belle aventure qui dure 8 ans et qui finalement se termine pas bien. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça et c'est bien aussi d'en parler. Il n'y a pas que des licornes qui existent, il y a aussi des aventures qui marchent un temps et qui doivent s'arrêter parce que ce ne sont pas les fonds ou c'est compliqué. Moi, j'ai dû me séparer de 40% des effectifs du jour au lendemain. On me prend dans un bureau à part, on me dit cet après-midi, il faut que tu viennes, tous les freelances, les boîtes de conseil, tout ce qui travaille avec nous, on arrête direct. C'est assez fort les liens qu'on avait tous ensemble parce qu'on a vécu plein de galères, on a vécu plein de succès et tout ça, ça rassemble. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Benjamin Lassus, qui est le CTPO, encore un petit peu pour quelques jours de Cityscoot. Merci Benjamin d'être venu jusqu'ici, à moto, sous le froid, gelé quoi. Ouais, merci Pierre de l'invitation, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu de route là pour venir, mais très sympa d'être de l'autre côté de l'écran, on va dire, du micro, parce que j'écoute beaucoup des podcasts de CTOs, donc très cool d'être là. Eh ben écoute, alors ça va être un épisode un peu particulier parce que je le vois un peu comme un épisode hommage. Ouais. Tu viens ici, l'actualité Cityscoot, elle est pas rose quoi. Hein. C'est la fin d'une page, c'est dépôt de bilan, rachat par le concurrent. Et toi, je crois que t'es, pour la petite anecdote, premier employé, dernier employé quoi. Donc du coup, c'est clairement ça. Ouais. Donc du coup, je pense que t'as. Ouais, voilà. Aujourd'hui, c'est un épisode hommage, je pense, à cette page de vie, aux équipes et aux projets. Et je te propose peut-être de rentrer dans le vif du sujet et de nous dire déjà comment t'es arrivé chez Cityscoot. Et exactement, on va commencer par là, parce que comme tu dis, c'est pas qu'une anecdote, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est littéralement premier employé et là dernier. Donc ce qui se passe, c'est que ma boîte précédente, qui s'appelait Keymove, travaillait pour Cityscoot parce qu'on faisait de la télématique. On mettait en place tous les systèmes embarqués dans des véhicules. Et donc on avait été sélectionné par Cityscoot en 2014 pour faire la phase alpha du produit pour les scooters. Sauf que cette boîte a fermé. Donc je pense que ça me poursuit. Peut-être que tu me poses des questions. Donc là, on est en 2014, début 2015, et la boîte ferme. Bertrand Fleuros, le fondateur de Cityscoot, nous rappelle, moi et deux autres ingénieurs de Keymove avec qui on travaillait. Il me dit, les gars, on s'arrête pas là, on continue, on refait tout de zéro, c'est pas grave, mais moi j'y crois, je crois en vous, on repart. Et donc nous, on n'a pas hésité 2 secondes, on y va, on relance le projet. La particularité qu'on avait, c'est qu'on devait vraiment tout refaire from scratch parce qu'il y avait un sujet de propriété intellectuelle avec la boîte précédente, donc on pouvait pas récupérer ce qu'on avait fait, entre guillemets. Donc on refait tout, sauf qu'il faut aller vite parce que la première phase, on va dire bêta Cityscoot, s'était annoncée pour début 2016. Donc on a à peine quelques mois pour tout refaire, pour structurer un peu le projet. Donc à ce moment-là, et à savoir aussi qu'au début, Cityscoot était destiné à être dans les parkings Vinci. C'était l'idée de base. On avait des bornes, des stations dans les parkings Vinci. Vraiment, le scooter était un peu comme un Autolib, mais sous terre, quoi. Et Bertrand Fleuros avait dit non, c'est pas possible, mes scooters, il faut qu'ils soient visibles. On peut pas les laisser sous terre. Il a complètement pivoté vers un système de free floating, comme on connaît aujourd'hui, où les scooters sont disponibles dans la rue, sans borne et en libre accès, quoi. Donc tout ça arrive à peu près en même temps, il faut refaire la techno. C'était vraiment les débuts un peu en mode garage, en mode start-up. Avec un pivot dès le démarrage, quoi. Ouais, dès le démarrage, et on avait eu dès le démarrage de la dette technique où en fait on avait déjà construit on avait déjà construit un système basé sur la technologie de Keymove, l'ancienne boîte qui n'existe plus. Par exemple, en mettant en place je me rappellerai toujours, il y avait un badge ID parce qu'à l'époque on devait déverrouiller le scooter avec un NFC. Sauf que tout ça a disparu quand on a refait la techno.
Et ce badge ID est resté dans le système pendant très longtemps. Ça nous a poursuivis, quoi. Euh, et, euh, et donc on refait toute cette techno et ça se passe plutôt bien. On arrive au lancement avec Anne Hidalgo, etc., où on a la présentation du service, du premier fonctionnement. L'équipe à ce moment-là est constituée juste des 3 personnes dont je t'ai parlé, qui eux sont plutôt avec moi spécialisés dans l'électronique, les systèmes embarqués plutôt mécatronique, et moi plutôt qui fait le pont entre le soft et la télématique. Et il y a une boîte à côté qui s'occupe de tout le back-office, l'application mobile, etc., qui travaillait déjà avec Cityscoot à l'époque, qui s'appelait Innovi, qui par la suite a été racheté par Cityscoot et on a intégré leurs équipes. Difficile, sujet de fusion, quoi. Fusion d'équipe, fusion de culture. Ouais, mais comment ça se passe, quoi? Ce qui se fait plutôt naturellement, parce que à ce moment-là, Innovi, qui était géré par Alain Bellecalo, qui était notre CTO historique de Cityscoot, c'est le projet principal de la boîte. Ils ont quasiment que Cityscoot à ce moment-là. Ça leur prend tout leur temps. En fait, ça prend vite de l'ampleur, ça grossit très vite. Et donc toutes les équipes de cette société travaillent pour Cityscoot. Donc finalement, même nous, les 3 ingénieurs du début, on était avec eux tous les jours au quotidien. Donc en fait, il y a tout de suite eu une fusion et une culture qui s'est fait avec eux, plutôt naturelle. Donc quand il y a eu le rachat, c'était plutôt des sujets on va dire, financiers entre les dirigeants ou de comment ils se répartissent les parts, mais entre Techos, il n'y avait pas de problème, quoi. Ça s'est fait normalement par la suite, quoi. Donc très cool. Et première anecdote, si tu veux, c'est que à ce moment-là, on était déjà dans des procès. Ah ouais? Bah ouais, parce qu'en fait, je t'ai parlé de propriété intellectuelle, c'est que notre ancien patron chez Keymove l'avait un peu, il avait un peu verte, on va dire, qu'on arrive à relancer le projet, que ça marche, et donc du coup, il a attaqué Cityscoot en justice pour dire non, il y a un vol de propriété intellectuelle, etc. Et donc nous, on se retrouve à 25 ans. Devant les avocats, à devoir défendre tout le postulat que toute la techno qu'on a créée, c'était une techno Cityscoot, qu'on n'avait pas copiée, qu'on n'avait pas réinventée, enfin reprise, qui existait, etc. Donc ouais, ça mettait la couleur, en fait, déjà il y a 8 ans en arrière, j'aurais pu me poser des questions. Mais au contraire, c'était plutôt un peu enivrant de voir tout ça et de dire waouh, ça prend une ampleur, ça commence à être gros, quoi. S'il y a ce genre de procès où c'est que derrière le projet peut vraiment avoir un gros impact et c'est très intéressant, quoi. Mais bon, c'était aussi un peu effrayant, quoi. Mais bon, donc ça c'était cool. Écoute, après, donc on arrive au lancement du projet, on est en 2016, le 21 juin 2016, lancement officiel, on a une centaine de scooters. On est que sur un tout petit périmètre de Paris, on n'est pas encore sur tout Paris et la banlieue. Il y a des dates comme ça qui marquent, quoi. Il y a beaucoup de dates comme ça qui marquent. Le 21 juin, bah déjà c'est l'été. Et en plus, nous tous les ans, on a refêté l'anniversaire. Enfin, c'était un peu la date sacrée. On faisait généralement 2 fêtes dans l'année, c'était Noël et celle-là. Tu vois, 21 juin, c'était un peu le bilan. On se retournait sur l'année passée et on regardait ce qu'on avait pu accomplir, quoi, avec les équipes. Donc très important. Et voilà, 21 juin 2016, on se lance. Après, on commence à avoir une première levée de fonds pour un peu racheter des scooters. Parce que nous, la particularité, c'est que la levée de fonds, elle sert pas. C'est pas que du digital. C'est pas juste on embauche plein d'équipes et on grossit très vite. Il faut financer les scooters, il faut financer les infrastructures. Donc la levée de fonds sert quasiment que à ça. Donc je crois qu'on était à 15 millions à ce moment-là. Et on commande plus de scooters. Voilà, l'idée c'est d'augmenter la flotte sur Paris et d'aller vers un go-to-market plus fort et rentrer dans les habitudes des Parisiens, quoi, petit à petit. Et ça a marché? Bah écoute, ça a marché plutôt bien. Ouais. Ça a bien, Vous avez eu jusqu'à combien de scooters? Écoute, alors au plus fort à Paris, on a dû être à 4000 ou 5000. Quand je dis Paris, c'est le service Paris, donc il y a aussi toutes les villes autour. Donc Boulogne, ouais, parce que Neuilly, ce petit scooter blanc, enfin voilà, on l'a tous vu, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on l'a tous vu. Et en plus, ce que j'ai oublié de te dire en 2016, c'est que ça n'existait pas.
On était les premiers, on a été pionniers sur ce service de free floating de scooters électriques, parce que bien sûr il y avait Autolib, mais c'est pas comparable en termes de techno. Donc on a dû inventer les standards un peu du marché et comment fournir des scooters électriques avec une autonomie suffisante. Donc on a dû aussi designer nos batteries, designer tout l'embarqué du scooter avec des capteurs pour répondre aux attentes du free floating, avec des capteurs sur les casques, sur ouvrir la selle, etc. etc. Donc on a dû vraiment tout créer au début. Enfin, on n'avait rien sur quoi s'appuyer. Donc c'est ça aussi qui était super cool pour le démarrage. Hein. Quand je te disais on était en mode garage, c'était un peu ça. Tu vois, on était dans l'atelier et on développait en même temps qu'on concevait tout ce qu'il y avait derrière. Donc ouais, donc ça super moment, tous ces débuts là où faut penser le projet, et une fois qu'il est pensé, qu'il est fonctionnel, bah, il faut commencer à l'étendre et à faire un peu plus de marketing et à promouvoir le projet. Vous aviez pour ce type d'activité, pour se lancer, il faut quand même beaucoup de fonds, quoi. Il y a beaucoup de R&D, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup d'installations à faire. Vous étiez parti avec une grosse levée de fonds. Bah, je te disais, c'est celle de 15 millions qu'on avait fait en 2016, je crois juillet 2016, après le premier lancement officiel, a surtout servi pour l'achat des nouveaux scooters. Ouais. Donc finalement, les fonds pour la R&D, ils ont été au tout début en tout cas plutôt minimes. Et heureusement, on s'est surtout basé sur les compétences techniques des équipes, qui étaient plutôt très inventives, passionnées et tu vois, qui comptaient pas trop leurs heures. Enfin, c'était des moments où on était content de rester au travail et de travailler avec nos potes pour concevoir ce scooter, quoi. Donc c'est ça, c'est l'inventivité qu'il y a eu et cette synergie très forte envers les équipes qui ont permis l'effervescence et la création, tu vois, autour Tu parles de potes, enfin l'équipe, ouais. c'est... Bah c'est peut-être des trucs qu'on va aborder sur la culture, le recrutement, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, en 8 ans, on a vraiment créé quelque chose, en plus d'avoir créé une marque pour les clients. On a créé une équipe, une culture autour de l'équipe tech, parce que forcément c'est mon équipe, mais même au-delà, où il y avait une famille. Enfin, c'était assez fort, les liens qu'on avait tous ensemble. Parce qu'on a vécu plein de galères, on a vécu plein de succès. Et tout ça, ça rassemble, forcément. Donc, et on disait toujours qu'une journée chez Cityscoot, c'était comme une semaine ou un mois dans la vraie vie. Parce que en fait, tu fais tout le temps 10 000 trucs par jour et il y a tout le temps des galères qui arrivent. Tu sais pas pourquoi ça nous tombe dessus, mais ça arrive. Et ouais, tout ça contribue à aujourd'hui. Une bonne partie des gens sont des potes et même si les chemins là aujourd'hui vont un peu se séparer, on a quand même créé, je pense, un mini réseau entre nous. On a même créé un Slack alumni pour rester tous soudés et se partager les opportunités et travailler ensemble par la suite. Donc, non, il y aura un avant-après, c'est sûr, mais il y a un lien très fort, ouais, qui s'est fait. Une vraie bande de potes, quoi. Une vraie bande de potes, bah forcément, quand tu passes plus de temps au travail, tu passes tes nuits au travail, que tu t'appelles le soir pour travailler parce qu'il y a des galères, et qu'à chaque fois tout le monde répond présent en plus, tu vois, c'est pas que 2-3 sur une équipe de 10, c'est vraiment c'est tout le monde qui est à ouais. fond, quoi. Tout le monde est à fond, tout le monde va dans le même sens, tout le monde y croit. Tout le monde est resté à fond là, jusqu'au bout. Bah écoute, donc là l'équipe fondatrice dont je te parlais n'était plus là au moment où là ça s'est passé la revente. Eux ils sont partis plutôt en 2022 où il y a eu un premier changement de gouvernance. Et mais globalement on a quand même réussi jusqu'au bout à être à fond. Ouais. On a été pour l'anecdote, tu vois, il y a encore 2 semaines avant la décision finale, on a quand même... Alors que vous étiez... Bah, en fait, en novembre, pour retracer un peu, en novembre de 2023, on a eu l'annonce du redressement judiciaire. Et bah là, coup de massue, forcément, tu t'y attends pas, même si tu sais que ça se passe pas très bien, ça va. On est habitué à ce que ça se passe pas bien depuis 8 ans, donc voilà, un de plus, un de moins, c'est pas ça qui nous traumatise. Mais là, c'était quand même assez fort. On savait qu'on avait plus que 3 mois pour trouver une solution, donc trouver des investisseurs.
Donc là, le moral en prend un coup, mais l'équipe est quand même motivée par, par délivrer le meilleur produit possible pour nos utilisateurs. Et donc même à ce moment-là, on a fait des optimisations sur l'onboarding, sur comment augmenter le taux de réussite sur le parcours d'onboarding, etc., en fluidifiant des étapes. Enfin, on a eu des gains très importants, alors même que normalement, on savait que c'était terminé, quoi. Mais on était quand même très engagés vers le succès du produit jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais. D'où l'hommage aujourd'hui, quoi. Ouais, d'où l'hommage, clairement. Ça fait bizarre de. Mais je suis content que tu me donnes la parole pour pouvoir saluer toutes les équipes de Cityscoot, tech, produit, data, mais même tout le monde au sens large qui ont travaillé sur ce projet, parce que je pense que tout le monde mérite un peu de cette lumière autour du projet, et donc je suis content de pouvoir en faire partager tout le monde, quoi. Tu vois, quand tu parles de l'équipe, de l'implication de l'équipe, tu penses que c'est lié au projet, tu penses que c'est lié en partie à ton management et ta manière d'insuffler cet état d'esprit, ou justement ça a quelque chose qui a été hyper facilitateur pour toi de manager. C'est quoi le facteur clé de succès pour avoir une équipe comme ça, quoi, en fait? Bah, Les facteurs clés, quoi. ouais, bah déjà il y a le projet, c'est sûr. Bah, t'as un projet fort avec une marque très forte, une visibilité importante où tu touches du B2C. On a été jusqu'à plus de 500 000 utilisateurs, 8 000 scooters dans plusieurs villes, tu vois. Donc déjà t'as une dimension qui est importante, avec une mission noble de transformer la ville de demain avec réduction du bruit, la pollution sonore et aussi à cause des gaz thermiques. Donc ça parle, mais je pense le facteur le plus important, c'est l'humain. Et bon, moi, finalement, j'ai hérité d'un héritage de notre premier CTO qui a créé des bases, on va dire, très fortes sur les personnalités qu'on a recrutées dans l'équipe, où le fit était très important. C'était d'abord le fit avant les compétences, tu vois. C'était vraiment, il fallait qu'on intègre des gens dans l'équipe qui fit avec les autres pour que on maintienne cette culture de l'effort, culture de l'envie, de passion, de vouloir innover en permanence. Et on disait tout le temps, on n'a pas le baby-foot, on n'a pas les primes, on n'a pas tout ça. Par contre, moi, ce que je peux te vendre, c'est un super projet avec une équipe incroyable où tu vas pouvoir apprendre, où tu vas pouvoir te dépasser, où tout le monde va dans le même sens. Et en fait, quand tu mets tout ça ensemble, on t'arrive à avoir une équipe qui se construit petit à petit, pas forcément très vite. On est monté au maximum à 40 ingénieurs dans divers pôles, hein, pas que dev, mais jusqu'au bout, tout le recrutement était basé sur ça, sur ce fit et ce partage de valeurs finalement. Donc moi, quand je prends finalement le management des équipes tech en 2022 avec mon poste de VP Tech, je ne vais pas dire que c'était facile, mais j'étais déjà là depuis 6 ans. Donc tu as une certaine déjà légitimité qui s'est fait au fur et à mesure. Et j'ai un peu perduré finalement cet héritage où petite équipe, très structurée, mais le fit avant tout, les personnalités, et peut-être au détriment des compétences, mais en tout cas c'était pas le plus important, ouais. Donc facteur clé de succès, pas se tromper sur le recrutement et puis construire une équipe avant de... Enfin voilà, le filtre équipe, état d'esprit avant compétence, quoi. Ouais, très important. Et encore une fois, parce que nous on était dans des moments où on n'a jamais eu beaucoup d'argent, on n'a jamais croulé sous les ressources. Donc il fallait recruter vraiment la bonne personne et pas se tromper, quoi. Il n'y en a pas eu d'erreur de recrutement? Si, il y en a eu. Ouais. Forcément, mais en tout cas, on était exigeants sur. Parfois, pour trouver une personne, on faisait beaucoup d'entretiens. Ouais. Et une erreur de recrutement, tu la gères, traites comment Bah, t'as les erreurs où c'est une vraie erreur et tu dois arrêter avant la fin de la période d'essai. Puis t'as des erreurs qui peuvent se transformer en semi-succès ou à la fin, avec le temps, t'arrives quand même à amener la personne à rentrer dans le moule de l'ambiance globale de l'équipe. Et qui par ailleurs a des compétences techniques, ça c'est pas un sujet, mais tu l'accompagnes en tout cas. Enfin moi j'essaye beaucoup d'accompagner
via des one-to-one, via beaucoup de rituels d'équipe, tout ça pour que tu arrives à avoir cette communication, cet échange qui fait que même si à la base ça fit pas à 100%, petit à petit la personne se sente à l'aise dans l'équipe pour que ça fit, quoi, tout simplement. Ok. Il y a eu d'autres grandes étapes? Écoute, ouais, il y en a beaucoup, hein, mais les plus parlantes, je pense, c'est. Bon, il y a eu quelques gadins, forcément. Ah bah parlons-en. Tu veux qu'on parle des gadins? Le premier gadin important, c'était en 2018 où ça faisait 2 ans qu'on était en prod. Et là, il fallait. On lançait Nice, l'ouverture de Nice, notre deuxième ville. Donc là, on change un peu l'architecture technique où on passe sur du multiservice. Donc on commence à avoir un peu de services distribués, ce genre de choses. Et on avait une grosse maintenance à faire la nuit pour préparer l'ouverture du matin qui était à 7h. Donc première nuit blanche, une des nombreuses nuits blanches qu'on a passées, mais celle-ci a été marquante, d'autant plus que j'ai été à la cause du problème. C'est comme ça qu'on apprend, il faut le reconnaître. Je devais juste faire une banale mise à jour en base de données avec un petit update pour préparer le lancement. Sauf que j'ai oublié la condition where dans ma sélection à la souris, comme un boulet. Et au lieu de voir un update de, je sais pas, 300 lignes, tu vois écrit en bas, là, dans les logs, 120 000 lignes updatées. Et là, tu commences à pas lire. Et tu es obligé de dire à ton CTO, je crois que j'ai fait une connerie, Alain. Qu'est-ce qu'il y a? On a updaté toute la base. Et là, plutôt que de m'engueuler, parce que ça sert à rien, parce qu'il est déjà 3h du mat, on dit, c'est pas grave, on remet un backup de la base, on recommence, mais il faut être prêt pour 7 heures, quoi. Et en fait, derrière cette erreur, en fait, ce qu'on apprend, c'est déjà des formes de résilience où, ok, c'est pas grave, déjà, qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Donc maintenant, ça m'est jamais arrivé de refaire cette erreur parce que t'es marqué à vie. Parce que tu t'en veux et tu t'as planté toute l'équipe, donc tu fais en sorte que ça se passe bien pour les autres fois. Et en plus, tu as cette équipe qui est soudée entre elles, qui dit ok, bon, il y a quelqu'un qui a fait une galère, mais c'est pas grave, faut t'avouer à moitié pardonner, et on y va. Et à 6h50, on était prêt, on a lancé Nice, tu vois. Donc finalement, c'était une galère sur le moment, mais après, c'était plus devenu un bon moment, et on en reparle à chaque fois qu'on se voit. Et j'en ai toujours. T'en as d'autres, des nuits blanches comme ça? Ouais, j'en ai beaucoup. Il y a eu une très importante, il y a eu les incendies d'OVH. Donc, je sais pas si vous avez été impacté, mais non. Tu as dû avoir peut-être des clients. Oui, il y en a eu, ouais. C'était quand même assez gros. Nous, à ce moment-là, on était sur OVH à 100% pour toute l'infra. Donc forcément, on a été impacté direct. Et donc, je crois que c'était le 10 mars quand ça a commencé à brûler en début de soirée. Et il s'avère que le 11 mars, c'est mon anniversaire. Et donc, je passe mon anniversaire avec tous les gars de l'équipe sur Discord à réparer la prod comme on peut. Donc, moi, j'avais complètement zappé que c'était mon anniversaire à ce moment-là. Et c'est eux, à un moment, ils ont fait une pause. Ils m'ont dit au fait, Ben, bon anniversaire. J'ai dit super, merci les gars, allez, on y retourne. Et on a fait 3 nuits blanches d'affilée pour réparer la prod. Et on a migré sur Amazon dans la précipitation pour rétablir le service. Donc dans notre malheur, on avait déjà des backups sur Amazon, donc heureusement on n'a pas tout perdu. On a juste dû tout remonter, tout reconfigurer, mais on a fait 3 nuits blanches directes et une semaine complète pour rétablir le service 100%. Et on était, tu vois, pareil, c'était très dur, mais aujourd'hui quand on en parle, moi ça reste, je pense, une de mes plus belles expériences parce que l'équipe était encore une fois très soudée. Il y a personne qui a rechigné à travailler, tout le monde était à fond et on s'est tous donné à ce moment-là. Même les équipes qui n'étaient pas techniques nous soutenaient énormément. Il y a eu beaucoup de communication en interne pour nous envoyer des messages d'encouragement, etc. Il y a même eu une petite newsletter avec une petite infographie sur combien d'heures on a travaillé, combien de café on a bu. Enfin, c'était très sympa pour vraiment nous remercier. On a envoyé des communications aux clients pour expliquer que Benjamin a travaillé pendant son anniversaire, que un tel a fait ceci, un cela. Donc c'était très cool pour vraiment essayer de nous soutenir. Et tu vois, c'est ça l'image de la culture qu'on avait en interne.
Et en plus, Amazon nous a dit, franchement, en 2-3 jours, chapeau les gars, tout le monde n'aurait pas réussi à faire ça, quoi. Donc, un truc qui était très dur, finalement, se transforme en une sacrée expérience de vie, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Et donc ça, ouais, c'est, je pense, mon top 1 dans les trucs que je retiens aujourd'hui, clairement. Ok. Un sacré anniversaire. Ouais, mes 31 ans. Ouais, j'étais gâté parce que mes 30 ans, c'était le confinement. Donc je vais faire une grosse fête, personne n'est venu parce qu'on était tous confinés. Et l'année d'après, OVH. Je dis bon, ok. Ça s'est un peu calmé depuis. Mais... Vous avez fait quoi derrière? Vous vous êtes mis en multicloud? Vous avez changé des choses côté infra? On a mis ceinture, bretelles et toutes les sécurités du monde. Mon CTO de l'époque était très safe avant tout, quoi. Donc on avait des backups de backup. On n'était pas multi-cloud, on avait tout sur Amazon quand même. On avait du multi-région, enfin la totale, quoi, pour vraiment être bulletproof. On avait une partie data sur GCP, mais vraiment très isolée avec BigQuery et toute leur stack de data lake. Mais ouais, ça nous a... À chaque fois, enfin, tout ce qu'on faisait, on disait comment on peut être sûr que ça tombera jamais, quoi. Donc après, ça a un peu mis les bases de la nouvelle infrastructure qu'on a mis en place, qui était pour le coup très coûteuse, mais qui était présente, scalable et tout ce qu'il fallait, quoi. Et en plus, à ce moment-là, quand c'est arrivé, c'était un peu le moment où Cityscoot était au top. On faisait des journées à record, 25 000 locations par jour. L'objectif, c'était clairement d'être le leader européen, où on voulait ouvrir des centaines de villes et plusieurs pays, quoi. Donc on avait aussi dimensionné l'infrastructure pour ça aussi, quoi. Bon, sauf qu'après, ça c'est compliqué. mais, mais c'était l'objectif à la base. Ok. D'autres grandes étapes? D'autres grandes étapes, on a aussi eu les Gilets jaunes, par exemple, où l'air de rien, l'air de rien, c'était un truc, quoi. L'air de rien, ouais, toutes ces manifestations, quand tu opères un service de mobilité dans une grande ville comme Paris, tu le subis de plein fouet. Tu le subis parce que les gens bougent plus, ou vous avez eu plutôt de la casse? Alors ouais, c'est surtout la casse parce que en termes d'usage, on était encore dans cette période où il y avait un gros trafic sur les scouts. Non, c'est surtout la casse et malheureusement, tu peux pas. C'est un objet physique qui est dans la rue, tu peux pas aller l'enlever comme ça facilement. Donc là, obligé de trouver de l'inventivité sur comment faire pour que nos scooters sortent des zones à risque. On avait heureusement tu sais, avec les arrêtés préfectoraux, on avait les trajets des manifestations en avance. Donc on pouvait un peu anticiper comme on pouvait. Donc on mettait des zones d'exclusion pour dire que les scooters de cette zone ne pouvaient pas terminer leur location. Donc les gens ne pouvaient pas stationner ici. Mais ça vaut pour les nouveaux déplacements. Si tu as déjà des scooters dans ces zones-là, tu es un peu bloqué, quoi. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est développer des incentives dans l'application pour dire aux clients, si tu déplaces un scooter de cette zone vers une zone qui est autorisée, on te donnera des minutes gratuites. Tu vois. Et on l'a fait pensant que ça allait être un petit gain, mais pas plus que ça, quoi. Sauf qu'en fait, il y a des gens qui ont vraiment compris la combine et ils nous ont aidé à sauver tous nos scouts en fait, des zones à risque parce qu'ils voyaient qu'en gagnant 5 minutes de scooter, en déplaçant un scooter, ils gagnent 5 minutes. En fait, ils ont fait ça à chaque fois, quoi. Et donc il y en a qui se sont retrouvés avec 200, 300, 500 minutes offertes parce qu'ils nous ont déplacé une vingtaine de scooters. Mais nous, on était quand même gagnants parce que sinon, il fallait envoyer des mecs à nous avec des camions sur place, les déplacer, recommencer. Enfin, c'est une logistique. Quand tu as 1500, 2000 scooters à déplacer, c'est fou. C'est compliqué, quoi. Et donc ça nous a aussi beaucoup appris sur comment développer dans un temps record des solutions. Genre le matin on a l'arrêté préfectoral et le soir il faut que ce soit en prod, quoi. Il faut qu'on réfléchisse, on se met autour de la table et qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois. Et donc on s'est servi de ça plusieurs fois parce que quand il y a eu aussi après d'autres manifestations, puis les gilets jaunes ça a duré longtemps, on a pérennisé aussi la feature, on a développé d'autres axes sur ces minutes, sur les zones autorisées, pas autorisées. Et c'est comment tu pars d'une problématique, d'une difficulté pour finalement grandir, apprendre et innover, tu vois, tirer parti de ce problème pour innover.
Et donc c'est finalement un peu ce qui s'est passé à chaque fois. Tu vois, au VH, on a appris, l'histoire de la base de données, on a aussi appris. Donc à chaque fois, ça a été... bon, heureusement, on n'apprenait pas que dans les difficultés, mais en tout cas, c'est quand même très formateur. Tous ces moments un peu durs qui se passent, ça te permet vraiment de grandir, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais, vous en avez eu quand même des, des événements externes qui sont venus impacter. Ouais, on a eu beaucoup. Et puis il y a aussi eu le Covid, où malheureusement, quand t'as un... Ah bah le Covid, oui, pour vous, c'est... Bon, on était... premier et deuxième confinement, c'est quasiment arrêt total. T'es obligé de mettre les équipes en chômage partiel. Et heureusement, on avait fait une levée de fonds juste avant le Covid, donc ça nous a un peu permis déjà à ce moment-là de pas mourir, quoi. Même si on avait les prêts de l'État, c'était très compliqué parce que du jour au lendemain, tu n'as plus du tout de chiffre d'affaires, et puis dans tous tes pays, toutes les villes. Nous, à Paris, Nice, Milan et Rome, etc., tout est arrêté partout, quoi. Donc très compliqué, tu es obligé de mettre toutes tes équipes en chômage partiel. Il reste finalement 4-5 personnes de l'équipe tech pour faire un peu la maintenance et les sujets du quotidien. Donc moi, je me retrouve à faire des trucs je ne suis pas censé faire, le support technique, le support client, parce que finalement, on n'a plus d'équipe, donc on est obligé de continuer à opérer comme on peut le service. Parce qu'on n'avait pas fermé le service, mais finalement, plus personne s'en sert, parce qu'on était tous parano de ce qui pouvait se passer. Donc c'était compliqué. Mais tu vois, là aussi, difficulté et innovation, c'est ok, on peut rien faire, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour que Cityscoot apporte quelque chose dans cette période difficile. Bon, on a notamment donné des charlottes, parce que tu sais, nous dans les scooters, on a des charlottes pour mettre le casque, pour l'hygiène, donc on a donné toutes nos charlottes à des hôpitaux de Paris pendant cette période-là. Et on a aussi développé une offre qu'on avait appelée City Hero pour tous les personnels de santé. Fait, tu t'inscrivais sur un formulaire à la con, un typeform, voilà, je suis médecin, je suis infirmier, machin, tu mets ton email, et nous après on te donnait des minutes pour que tu puisses rouler gratuitement. Et en fait ça permettait que nos scooters ils tournent, parce que là aussi si les scooters tournent pas et qu'ils sont pas utilisés, la batterie se décharge, et après ils peuvent devenir inutilisables et s'abîment. Donc nous ça nous permettait que le scooter tourne, et en plus ça faisait une aide pour tous ces personnels soignants qui étaient sursollicités à ce moment-là. Donc on a développé cette feature à ce moment-là. Et ça a été un peu le début de notre bloc d'offres par la suite, de pricing, etc., qu'on a pu rajouter sur le moteur de Cityscoot, mais qui à la base était juste une petite feature comme ça, quoi, pour dépanner, quoi. Et alors, double problème, quoi. À la fois, vous devez avancer, vous devez proposer des trucs, réagir, montrer que vous n'êtes pas inactif pendant le Covid, et en même temps, tu es en effectif ultra réduit parce que chômage technique et qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. T'as composé comment l'équation, elle se résout comment? Encore une fois, je pense que ce qui nous aide dans ces moments-là, c'est on appelait ça un peu la task force, tu vois, c'est t'avais un noyau quand même de seniors dans l'équipe qui était tellement motivé, volontaire et disponible tout le temps que même si t'es en chômage partiel ou même si c'est compliqué, on a tous envie, quoi. Tous envie de faire quelque chose, et toujours porté par notre CTO de l'époque. Toi, tu passes CTO quand, du coup? Moi, ça se passe comment, en fait? Moi, je passe en plus, je passe pas CTO, je passe CTPO direct. En fait, ça s'est passé alors, à la base, le CTO historique, c'était Alain Bellecalo, qui a construit toute la solution, qui a été là jusqu'à 2022, août 2022. Changement de gouvernance, donc il est parti. Et à ce moment-là, c'est César Miguel qui était notre CPO, qui devient CPTO, très important, l'ordre des lettres. Et donc c'est lui qui va représenter le produit, la tech et la data au Codir directement. Et c'est à ce moment-là où moi je passe VP Tech. Donc ce rôle de VP Tech, c'est un peu un rôle de CTO opérationnel, parce que lui, il était juste finalement représentatif des équipes techniques, tu vois. Donc il y a eu ce switch à ce moment-là. Et puis, d'ailleurs, ça c'est intéressant aussi, mais à la base, je devais partir avec les anciens aussi en 2022. C'est pour ça, c'est à ce moment-là que j'ai contacté notamment Gringot, comme je te disais dans la partie feedback. Et finalement, je reste chez Cityscoot parce qu'ils ont besoin de moi et ils me disent ok, mais tu restes. Et je dis oui, mais alors je veux être au moins VP Tech, c'est moi qui gère l'équipe technique complètement, quoi. Donc ça s'est fait comme ça, j'ai repris le poste et petit à petit.
Et je deviens CTPO quand là, c'est César Miguel qui quitte l'entreprise en septembre 2023. Donc à ce moment-là, je prends la tech, le produit et la data à mon tour en responsabilité, quoi. Ok. Donc ça a été une position acquise petit à petit au fil des 8 ans, où je monte en compétences d'abord, on va dire, chef de projet classique, MOA, MOE à l'ancienne, puis progressivement engineering manager pour des termes un peu plus modernes, puis enfin VP Tech et ce rôle de CTPO pour m'amener tout en haut de l'équipe, quoi. Donc ouais, sacré parcours. T'as grandi avec la boîte. J'ai grandi avec la boîte. Et tu grandis avec... Bon, t'es salarié numéro 1, ils te donnent des responsabilités parce que t'en as la légitimité historique, tu le prends comme tel, parce que t'as levé le doigt, parce que... Bah, je pense qu'à ce moment-là, il y a deux ou choses. parce que t'étais le salarié numéro 1, ils ont fait ça à l'ancienneté. Non, alors je pense pas du tout, pas l'ancienneté, mais je pense que c'était un moment où, en 2022, quand il y a eu ce switch, on a changé de gouvernance, où ça a été assez fort. En fait, Bertrand Fleurose, le fondateur, passe les rênes à Bertrand Altmaier, qui devient notre directeur général et président. Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là on a changé d'actionnaires aussi principaux, où c'est la RATP et la Caisse des dépôts qui sont arrivés au capital de Cityscoot. Donc il y a eu pas mal de changements à ce moment-là, changement de stratégie aussi sur le positionnement du produit, où avant on avait une grosse flotte, on avait une disponibilité, c'était le critère principal, il fallait qu'il y ait des scooters tous les 100 mètres et que tu puisses réserver un scooter sans marcher beaucoup. Et là, l'approche avait changé. Il fallait plutôt aller tendre vers le nouveau modèle de rentabilité que tout le monde cherche à avoir. Parce que les levées de fonds, on sait que c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et donc, du coup, là, on a réduit la flotte. L'idée, c'était d'avoir plutôt de répondre aux besoins, de mettre des scooters là où ils sont nécessaires et pas en mettre partout dans toute la ville pour rien. Donc on a un peu pivoté, c'est à ce moment-là aussi qu'on a recruté quelqu'un au produit, donc César Miguel, parce que on voulait avoir une approche plus centrée sur des axes forts de Cityscoot. Auparavant, on faisait un peu tous les métiers en interne. On a toujours fait, comme je te disais au tout début, la technologie sur le scooter, l'embarqué, tout ça c'était maison, le design des batteries, etc. Donc vraiment il y a eu un gros pôle R&D où ils sont montés jusqu'à 12-15 personnes. Et quand on a fait ce pivot en 2022, on s'est dit non, on va se concentrer sur des verticales produits qui sont vraiment différenciantes pour Cityscoot. Donc on s'est dit on va travailler sur l'excellence opérationnelle, qui est un point fort de notre différenciant par rapport aux concurrents. Et l'expérience utilisateur. Et donc du coup, tout ce qui était annexe à ça, on s'en est séparé. C'était un peu fort. Il y a eu à ce moment-là un premier PSE avec tous les gens de la R&D qui sont partis. C'est pour ça que Alain Bellecalo est parti aussi. Donc il y a eu déjà un premier moment difficile c'était finalement la première fois qu'il y avait beaucoup d'anciens qui partaient. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de turnover en fait. C'est vraiment, on était tous là depuis le début et ça se passait très bien. Et là, il y a eu une première vague de départ importante. C'est pour ça que j'ai failli partir aussi à ce moment-là. Et donc, pour revenir C'est quoi qui te retient à ce moment-là, toi ? Bah, voilà, c'est pour revenir à ce que tu disais sur pourquoi ils m'ont proposé ça. C'est que moi, ce qui me retient, déjà, j'ai passé des entretiens, j'avais des offres, il n'y avait pas de souci. Sauf que je pense qu'il y a un amour du projet qui était très fort et j'avais du mal déjà à passer le pas. Donc, ça, c'était plutôt l'affect. Et surtout, ils me font de l'appel du pied pour me dire. Vu que tous les anciens sont partis, tu es le seul à avoir la connaissance métier, techno de la stack. Si tu pars, c'est très compliqué et on va sûrement devoir partir sur un schéma où on fait une refonte totale de la plateforme. Ça va coûter très cher, ça va être très long. On n'a pas envie de faire ça. Est-ce que tu peux rester ? Donc on a commencé à discuter comme ça et moi j'ai dit ok, mais par contre voilà, je veux la direction de l'équipe technique. Et je veux pouvoir aussi ne pas tout casser, quoi. Parce que le postulat de dire on prend le legacy, on le fout à la poubelle et on refait une nouvelle plateforme, c'était à mon sens dommage parce qu'il y avait quand même beaucoup de savoir et d'innovation qu'on avait accumulé pendant ces 7-8 ans
qui méritait d'être maintenu et en tout cas réutilisé dans cette nouvelle stack, même si on l'a sorti. Donc ça s'est fait comme ça. Je pense que c'est parce que j'ai levé le doigt, parce que j'étais dispo, parce que j'étais sûrement motivé, le dernier savoir druidique de la boîte. Donc voilà, mais tu sais, forcément, tu accumules des choses pendant toutes ces années et personne va savoir pourquoi il y a tel process qui tourne, pourquoi, qui fait ça, machin. Et même si on avait commencé à se structurer, faire de la documentation, etc., etc., il y a quand même toujours ce côté savoir historique qui est dans la tête. Et c'était critique pour eux si je partais. Ouais. Bon, j'espère que c'était aussi pour d'autres compétences et pas que pour ça, mais oui, je pense. Bon, ils ont dû te le dire. Ouais. Il y a eu des gros succès aussi. Des trucs. Ouais, bah bien sûr. Un truc marquant, l'appel d'offres Mairie de Paris dont tu me parlais. Ouais, bah alors celui-là, il a été long à venir. Alors, j'ai plus les dates en tête, mais il me semble que on a commencé en 2021 ou 2022 à en discuter et on a eu le résultat en juin 2023. Parce que ça a été décalé plusieurs fois, ça a été difficile. Et à savoir Là, que c'est des gros marchés, quoi. C'est des gros marchés, et à savoir que dans le marché du free floating, aujourd'hui, les mairies sont de plus en plus tatillons pour ne pas accepter n'importe qui. En fait, tu viens pas sur leur espace public avec tes scooters et ça y est, tu peux démarrer. Faut à minima communiquer avec elles et sinon répondre à des appels d'offres qui sont hyper structurés, où tu dois répondre à un cahier des charges très précis qui parfois est très éloigné de ton produit que tu as aujourd'hui, mais tu dois développer des features ou changer des modèles opérationnels pour correspondre à leurs attentes. Et donc la mairie de Paris, forcément, nous, c'était très critique parce que c'était notre marché principal de toutes nos villes. Et c'était un marché pour 5 ans. Donc une fois que tu le gagnes, t'es plus serein, on va dire, pour opérer. Et en plus, le problème de cet appel d'offres, c'est que tant que tu l'as pas gagné, bah, ça cristallise un peu tous les investissements. T'attends, en fait, t'es un peu dans l'expectative du résultat. Et ça nous a pas aidé. Vraiment, de repousser autant l'appel d'offres, ça a été compliqué, je pense, pour opérer certains changements où à chaque fois on repoussait. Parce que si on l'avait pas l'appel d'offres, bah forcément c'était beaucoup plus critique en termes stratégiques. Et donc on l'a quand même gagné. Ça aurait dû être quand initialement la décision? Bah écoute, je pense que ça devait être sur du 2022. Moi j'ai en tête, bon, si mes anciens collègues m'écoutent, ils vont m'en vouloir, mais j'ai plus toutes les dates. En tout cas, je crois que c'était sur du fin 2022 à la base et ça a été décalé de plusieurs mois, ouais, quasiment un an. Et du coup, si ça avait été à la bonne date, ça vous aurait sauvé? Difficile à dire. Mais... Financièrement, ça met en place beaucoup de choses un an plus tôt. Ouais, alors je pense que on peut pas préjuger de ce qui serait passé, mais en tout cas, il y a certains investissements qu'on aurait peut-être eu plus tôt. Parce qu'en fait, il faut imaginer que tout ce temps-là où tu attends cette réponse, tu vas pas engager de l'argent pour agrandir ta flotte, changer de scooter ou faire des dépenses importantes, parce que si Paris marche pas, CityScoot est quasiment fini. Enfin, ou alors c'est très compliqué de pivoter, quoi. Et donc on attend, et pendant ce temps-là, il faut subventionner quand même les fonds de fonctionnement de CityScoot, qui n'est pas rentable, toujours pas. Donc tous les mois, on a la RATP, la Caisse des dépôts et les autres actionnaires qui remettent des fonds, qui financent, et en fait à chaque fois ça repousse, tu vois. Donc au bout d'un moment, ça leur coûte cher aussi. Et donc certes on a gagné en juin, mais tu vois, en juin 2023 on gagne, et en novembre 2023 on est en redressement. Parce que en fait, à ce moment-là, on apprend que la RATP et la Caisse des dépôts ne veulent plus financer et que comme on n'a pas de fonds, bah, en fait, on peut pas vivre. Et donc, en cessation de paiement, est obligé d'arrêter tout, quoi. Donc, c'était bizarre, tu vois, de gagner, alors qu'en fait, ça n'a pas permis de sauver CityScoot. On pensait que ça y est, on avait tous les voyants verts, on avait une super roadmap, on avait un BP où on tendait vers la rentabilité dans 1 an et demi, 2 ans. On avait un vrai projet de transformation, on avait la mairie de Paris, et ça s'arrête net. Donc difficile, ouais. On ne saura jamais pourquoi ils sont retirés les 2 actionnaires principaux, mais bon, voilà, moi je me pose la question. Ouais. Pourquoi maintenant? Pourquoi ils l'ont pas fait il y a 1 an, tu vois, si vraiment c'était si cher que ça pour eux. Voilà. Après, on sait que la RATP s'est aussi restructurée dernièrement, ils sont aussi en perte cette année.
peut-être qu'ils se ressentent sur leurs actifs et que le reste, ils arrêtent. Mais on n'a pas eu de vraie réponse là-dessus, quoi. Ok, bon, les dessous des investissements. Ouais. Et puis les levées de fonds cette année, enfin depuis un an, c'est quand même vraiment Très compliqué. très compliqué. Il y a pas, tu vois, j'ai fait beaucoup de podcasts les 2 premières années où j'étais sur des échanges avec comment on va gérer la levée de fonds, le scale, l'orga, la structuration. Ouais. Là, ça en fait 2 ou 3 où les discussions sont un peu, Cette année, un peu différentes avec les levées de fonds qui se font pas, comment on gère l'atteinte au seuil de renta, le downscale, les plans sociaux, tout ça, quoi. Ouais. Bah, malheureusement, c'est aussi la vie des startups. Et c'est ce que je te disais en préambule. Cet épisode, il peut aussi être là pour montrer ça. C'est qu'une belle aventure qui dure 8 ans, mais qui finalement se termine pas bien. Je pense qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Et c'est bien aussi d'en parler. Il n'y a pas que des licornes ou des décacornes ou je ne sais quoi cornes qui existent. Il y a aussi des aventures qui marchent un temps et qui doivent s'arrêter parce que finalement ils ne sont pas les fonds ou c'est compliqué. Donc je pense que c'est bien d'en parler. Ouais. Ça permet de peut-être de rester humble et de croire qu'il n'y a pas que des levées, je sais pas combien de millions, milliards et que c'est facile, quoi. Parfois on est un peu dans l'adversité aussi, quoi. Ok. Et t'as dû gérer justement là, à la fin là, les plans sociaux, licenciements, tout ça. Comment ça s'est passé? Alors, j'ai accompagné surtout parce que les plans sociaux, ils sont plus pour gérer par la partie RH. Et ils arrivent là, dans les semaines à venir. Par contre, moi, j'ai dû me séparer de 40% des effectifs du jour au lendemain. Ça, c'était pas évident. C'est-à-dire que tu apprends la nouvelle le jour J et dans l'après-midi et le lendemain, tu dis bon, bah, c'est fini, quoi. J'aurais bien aimé ce timing. C'était pas ça. C'était réunion à 14h avec toute la boîte, qui à la base, soit dit en passant, devait être par les roadmaps, par les projets, parler de l'avenir des équipes, quoi. Qui s'est pas avéré d'être le sujet. Et moi, à 13h55, on me prend dans un bureau à part, on me dit bon, je te préviens, ça va durer 2 secondes, mais la boîte est en redressement. Cet après-midi, il faut que tu vires tous les freelances, tous les CD, tous les freelances, les boîtes de conseil, tout ce qui travaille avec nous, on arrête direct. Et là, mon dirigeant s'en va et je me retrouve avec cette nouvelle un peu choqué. Et je reviens dans la pièce, je vois que j'imagine que je fais une tête pas normale parce que tout le monde me regarde bizarrement en mode qu'est-ce que tu sais, et je dis rien, je suis dans mon truc. Et en fait, on apprend à 14h qu'on va pas parler roadmap et qu'on nous annonce la nouvelle de l'actualité de Cityscoot. Et donc là, forcément, douche froide pour tout le monde, etc. Mais je m'accorde pas le temps de passer du temps avec les équipes en place parce que j'ai 15-16 personnes à appeler dans l'après-midi pour leur dire qu'on arrête tout de suite. Et en fait, je me voyais pas envoyer un message Slack en disant à l'équipe bon bah salut, les 15 c'est fini, au revoir, quoi. Moi j'avais envie de passer du temps avec chacun, le temps qui était nécessaire pour leur expliquer la chose, que c'était pas personnel, que c'était juste une décision purement économique et qu'on ne pouvait pas continuer à les payer. Donc c'est pas évident parce que certes c'est des freelances ou des gens indépendants, mais c'est des gens qu'on a toujours intégrés aux équipes comme s'ils faisaient partie des équipes. Et donc ouais, tu dois leur dire tu fais du super taf, j'ai adoré travailler avec toi, mais il faut que tu partes vendredi à midi maximum, quoi. Donc ouais, ça aussi c'est très dur. T'es dans la charrette, toi, à ce moment-là aussi. C'est-à-dire tu es ciblé par parce que je crois qu'il y a quand même quelques salariés qui sont repris, tout ça, mais toi tu fais partie de... Alors ouais, t'as raison, ce qui est important là, c'est de préciser qu'à ce moment-là, quand on apprend la nouvelle, c'est tout le monde. On sait pas encore ce qui va se passer. On sait juste qu'on est en redressement et qu'on doit chercher des investisseurs pour que Cityscoot perdure. D'accord. Sinon, à la fin, c'est liquidation. Okay. Donc là, on est dans un mode où on ne sait pas encore qu'on est licencié. Par contre, on sait qu'on n'a plus les fonds nécessaires parce qu'on n'a plus les subventions et le cash des actionnaires. Donc, c'est sûr, on doit limiter les dépenses, donc on doit couper tous les externes.
En gros, c'était ça. Donc eux, les externes, quoi qu'il arrive, c'était terminé. Mais les autres équipes, on va dire en CDI, elles, à ce moment-là, savent pas que ce sera encore fini. On est encore dans l'espoir de peut-être y arriver, quoi. Et on y croit pendant 3 mois, 2 mois, on va dire 2 mois et demi, et jusqu'au moment où on apprend qu'on n'a pas de repreneur sérieux avec les fonds nécessaires pour reprendre la boîte. Parce qu'on avait notre fondateur qui s'était positionné, Bertrand Fleuros, qui a réessayé de revenir, un peu à la Steve Jobs. C'était marrant, mais on y a tous cru, mais il n'avait pas les fonds nécessaires pour financer son plan, donc son offre n'a pas été retenue par le tribunal du commerce. Et donc la seule offre valable qui restait sur la table, c'était notre concurrent Cooltra, qui eux reprennent des salariés qui sont notamment plus orientés opération, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur capacité opérationnelle sur Paris, ajouter un peu de scooters. Donc ils ont pris des gens pour changer les batteries, la réparation des scooters, quelques personnes du siège, mais nous, toute l'équipe technique, le marketing, la data, etc., licenciement derrière, quoi. Ça, on l'a su il y a 3-4 semaines aujourd'hui. Et il y a 10 jours, on a arrêté le service à 10h du matin. Non, midi, je sais plus. 10h, vendredi dernier. Aïe. Ouais. Bah, c'est là où c'était marrant sans l'être, mais tu vois, t'es le premier employé, tu vois les premiers rides, et t'es en même temps celui qui ferme le service. Sur le bouton, quoi. Ouais. Bon, c'était marrant parce que tu vois, jusqu'au bout, on a été soudés. Est-ce que c'était vraiment marrant? Alors, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'était particulier parce qu'on a quand même fait un espèce de live sur Discord où tout le monde pouvait venir, et en fait, on était tous ensemble pour le moment où on appuie sur le bouton rouge en mode bah voilà, ça y est, c'est fini, il n'y aura plus jamais de réservation. On a regardé le dernier scooter qui a été réservé, on a dit bah c'est tel numéro, on a fait un petit message et tout, sympa, machin. Et mais tu vois, on était de plusieurs services, il n'y avait pas que l'équipe technique qui regardait ça, parce que finalement c'est juste appuyer sur un bouton, c'est pas fun, mais il y avait des gens de la finance, du market, des RH qui étaient là, et le petit groupe qui restait jusqu'au bout, on a été le petit groupe soudé pour terminer ça, quoi. Donc ouais, jusqu'au bout, hein. Bah bravo. Ouais. Après, c'est assez beau, hein, comme tu le décris, quoi. Bah parce que je le vis, quoi. Je l'ai vécu pendant 8 ans, ça a été une sacrée tranche de vie. T'as 33 ans, tu grandis avec un projet comme ça, forcément ça compte, quoi. Donc, et j'ai envie de te dire, et toi maintenant? Ben, moi maintenant, alors je suis encore actif chez Cityscoot parce que je dois exercer mon préavis, je dois aider à faire la transition avec Cooltra notamment, où on passe du temps à faire des exports de bases de données, à leur expliquer un peu toutes ces choses-là qu'ils ont reprises. Donc je fais un peu d'accompagnement là-dessus. Je m'occupe de réduire les factures aussi des serveurs parce qu'ils ont racheté toute la partie infrastructure qu'on avait chez Amazon et GCP. Mais il y a des choses qui servent plus forcément, donc je les aide aussi à couper les bonnes choses au bon moment. Donc c'est pas marrant de prendre ta liste d'instances EC2 et de toutes les stopper comme ça sans réfléchir, mais enfin ça fait bizarre, ça, pour le coup, de tout stopper, et voilà. Donc ça va fin mars, et après bah, c'est tout le jeu des procédures françaises, hein. Je dois attendre d'être licencié avril-mai, et pour la suite on verra. Tu te projettes, enfin tu commences, j'imagine, les recherches, poste de CTO, ouais. CPO, CTPO. CTPO, j'aimerais bien rester un peu avec une casquette produit. Ouais. J'avoue que j'aime de plus en plus cette partie. Toujours start-up qui vit sur levée de fonds, ou un stage un peu après? J'ai pas de règles là-dessus. Je pense que projet équipe. Ouais, projet, équipe, fit, humain. Et tout dépend des missions qu'on attend du CTO à ce moment-là, parce que tu sais que en fonction de la taille de la boîte, parfois on veut un CTO plutôt hands-on qui développe, qui fait tout. Moi, je suis plutôt sur un profil où j'aide à construire l'équipe, je la structure, et j'ai un impact sur le produit. S'il faut développer, etc., c'est pas là où je me positionnerai aujourd'hui.
Et voilà, donc j'ai quelques retours sympas de mon post LinkedIn qui avait été fait là en fin d'aventure, donc ça permet de faire des connaissances, d'avoir des contacts et de discuter un peu. Donc c'est pas une recherche active, mais en tout cas j'active un peu le réseau, voilà, pour ceux qui écoutent J'ai aujourd'hui. cru voir passer un post de Simon Dola qui était assez sympa. Ouais, très sympa. Bah, d'ailleurs, Parce que tu m'avais dit, j'aurais bien fait un feedback sur Batch que tu as interviewé, mais il y en a déjà eu beaucoup. ouais. Simon Dola qui est le fondateur de Batch, quoi. Ouais, exactement. Et pour coup, Batch, on a un vrai lien avec CityScoot parce que quand ils se sont lancés, on était les premiers clients un peu en bêta sur leur solution de push mobile. Et en fait, depuis ces 8 ans, on est avec eux. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que c'est un des rares providers qui est en fait un vrai partenaire. Ils nous ont vraiment accompagnés tout le long de l'aventure, ils ont toujours été présents avec nous. Là, jusqu'à la fin, on était en train d'intégrer leur nouvelle solution Omnicanal pour avoir du mail en plus des push. Et c'est une équipe extraordinaire qui a toujours été au top. Et là encore, tu vois, j'avais prévu de faire mon post LinkedIn. Et si mon poste son message avant pour nous faire un, un petit message de remerciement pour toutes ces années. Et ouais, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. On a eu beaucoup de retours, tous là, un peu dans notre réseau respectif, de messages de soutien, de remerciements pour le service de CityScoot, tout ce que ça a apporté au quotidien aux gens dans Paris, etc. Et il y en a plein qui s'attendaient pas à ce que ça s'arrête, quoi. Donc ouais, ça fait chaud au cœur. C'est que ça s'arrête, mais t'as vraiment réussi la mission de changer le quotidien des gens, apporter quelque chose de différent. Et ouais, ça va rester par contre, tu Cool. vois. Ouais, très cool. Pour le coup, on a démarré le podcast avec le mot un peu hommage, tout ça. Ouais. Je crois que... On est bien là. Ouais, je crois qu'on est pas mal. Carrément. Est-ce que... Je vais arriver aux dernières questions hein, du podcast. Yes. Est-ce que t'as un surnom Alors, ou des surnoms? alors j'en avais noté 2. Tu sais, Benjamin, on dit souvent BNJ, voilà. Mais la première fois de ma vie chez CityScoot, on m'a appelé Benja. Benja? Je sais pas pourquoi. C'est pas fréquent, ouais. C'est pas du tout fréquent et j'ai dû attendre d'être chez CityScoot pour entendre Benja. Et ça, pour le coup, c'était tout le monde. Vraiment, tous les services de CityScoot m'appelaient Benja. Je sais pas pourquoi. Et par contre, dans l'équipe tech, on avait un channel Discord. Et moi, j'avais mon channel Discord à moi où en fait, les gens venaient pour faire des réunions, des one-to-one avec moi. Et en fait, ils ont lancé un sondage en interne, l'équipe, pour dire comment on pourrait appeler le channel de Ben dans Discord. Et ils ont choisi Big Ben. Et en fait, Big Ben, après, c'est resté Sympa. mon petit surnom dans l'équipe tech. Donc, sympa. Très Et sympa. tu n'as rien de big? Bah, je pense que c'était big plutôt dans le côté par rapport au poste, j'espère, ou à l'ancienneté, pas pour le reste. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un mantra, une expression, un proverbe? Ouais, il y en a 2 que je répétais tout le temps à l'équipe et qui, je pense, à la fin, ils en avaient un peu marre. Le premier, c'est feedback is a gift. Je suis vraiment partisan de cette culture du feedback en permanence. Donc, que ce soit feedback positif ou négatif, je trouve que c'est important de dire les choses et d'être transparent dans les équipes, dans les bons et les mauvais moments. Et l'autre, c'est keep track on something to measure it. Donc en gros, si tu veux améliorer les choses, il faut le traquer, il faut avoir des KPI dessus. Et ça, c'est surtout sur la fin de l'aventure où quand j'ai repris le rôle de CTPO, où il y a beaucoup de manques sur les métriques un peu opérationnelles et je dis il faut revenir sur du concret et si on veut améliorer les choses, il faut qu'on mesure. Et c'est à partir de là où on a commencé à faire ces optimisations dont je te parlais même à la fin. Et ça, finalement, je trouve que ça vaut pour tout, quoi que ce soit des KPI business ou des KPI plus sur l'observabilité de ta plateforme, sur les performances, etc. Si tu veux améliorer les choses, il faut que tu le traques, il faut que tu le mesures, sinon tu sais pas sur quelle base tu pars, quoi. Donc ça, je le fais à tous les niveaux, même personnel, sur tout ce que je fais, je traque tout. Je note tout. Ok. Voilà. Et bah, troisième question, du coup. Ouais. Est-ce que tu donneras un titre à cet épisode?
Je sens qu'on va avoir le même là, ou pas loin. Bah déjà, moi je pense qu'il y a la résilience quelque part. Ok. Enfin, c'est... Ouais, ou peut-être l'hommage, mais on n'avait pas parlé de ce mot hommage avant. Tu vois, j'aurais dit hommage, quoi. Juste hommage. Hommage. ça peut être plus long. Hommage à City Scoot ou. Bah, c'est pas mal. Après, c'est vrai que j'avais noté des trucs genre la résilience entre succès et difficulté, grandir avec la résilience, tu vois. Mais c'est peut-être plus si ça avait été un podcast personnel. Là, c'est vrai qu'on est plus sur un hommage de l'aventure. Donc le tien est pas mal. Ça te va comme ça ? Ouais, c'est pas mal. Top. Est-ce qu'il y a une dernière question que je t'aurais pas posée, que tu aimerais que je te pose ? Écoute, on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que là, c'est pas le lieu de parler de trucs plus personnels. Je sais pas. J'en ai noté forcément. Tu vois, je me demandais est-ce qu'on allait parler du feedback ou s'il y avait des choses à faire mieux chez City Scoot par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, peut-être, allez, vas-y, je t'en pose une dernière. Si t'en as une. Ça a eu l'air d'être un projet qui a pris beaucoup de ton temps. Ouais. Pro, mais que ça débordait quand même pas mal sur le perso. Est-ce que tu as réussi à ménager un équilibre vie pro, vie perso, à entretenir des passions autres ? Écoute, ça a clairement impacté la vie perso. Ça s'est calmé à partir de 2021, 2021 plutôt. Mais avant, je pense que j'ai tout eu, genre anniversaire, Noël, week-end. Je pense que j'ai coché toutes les cases, même vacances, du moment où tu es sollicité, au point de toujours partir avec ton ordi en vacances. Toujours. Il y a un truc à prendre avant le maillot de bain, c'est l'ordinateur. Écoute... J'essaye, j'ai pas de passion particulière, mais j'essaye de faire du sport quand même, de rester sérieux sur ça. Et c'est un peu mon exutoire aussi. Donc, que ce soit le matin ou le soir, je sens que quand on fait des grosses journées et que ça a été intense, j'ai besoin de ce moment-là pour évacuer et faire autre chose aussi. De pas penser au travail, d'être avec mes potes et ouais, ça fait du bien. Donc par contre, pour la prochaine aventure, j'essaierai de mettre un peu les là très vite. Tu vois, pas forcément être toujours dispo, pas être sur ton Slack et répondre H24. Je pense que c'est pas sain. Et c'est peut-être pas une bonne habitude à donner aux autres aussi qui t'écrivent de dire qu'en fait t'es tout le temps dispo et si j'écris à Benjamin, il va me répondre dans la foulée. Et Benjamin, il aura la réponse à tout. Ce qui était souvent le cas, mais c'est bien aussi de laisser les gens attendre un peu et réfléchir. Et de se déconnecter un peu. Ouais, carrément. Et puis souvent, dans l'équipe, on me posait une question et si tu réponds pas tout de suite, 5 minutes après, ils disent « Non, mais c'est bon, j'ai trouvé. » Alors que si tu réponds tout de suite, tu réponds, tu vois, et tu sors de ton truc. Et je l'ai plus vu, surtout sur la fin, avec ce rôle de CTPO où... il y a des moments où tu dois faire des sujets un peu plus stratégiques ou financiers, etc. Tu as besoin d'être dans ton élément, dans ton monde. Et si tu réponds à toutes les sollicitations de l'équipe, tu t'en sors pas, quoi. Donc il faut aussi à des moments mettre des barrières et voilà, quoi. Prendre du temps pour soi. Et ce sera un beau point final. Le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast et d'être venu raconter cette belle page de vie avec... les galères, les embûches, les succès, les moments forts. Ouais, c'était une belle histoire. Ouais, merci Pierre de nous avoir permis de partager tout ça un peu plus en détail. Et puis ceux qui veulent plus d'infos, je suis toujours dispo pour en parler, c'est cool. Ça marche. À très bientôt, bonne continuation à toi. Merci, salut. Ciao. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt. Oh,